Le titre de notre émission du jour est le harcèlement moral. Vous savez, le harcèlement moral peut prendre des formes différentes, des insultes, des critiques mensongères, des mises au placard, des humiliations, des intimidations. Quelle est la définition que l'on donne au harcèlement moral? Comment agir quand on est victime d'harcèlement moral? Et quelles sont les sanctions qui sont prévues par rapport à cela? Dans notre émission du jour, nous allons répondre à toutes ces questions pour aider des femmes qui sont victimes d'harcèlement moral à sortir du silence et à en être délivrées. Alors je vous laisse sans plus tarder regarder notre émission sur le harcèlement moral. Wow. Push me up. Exactement. Wow, stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui nous avons nos chroniqueuses habituelles sur le plateau pour nous entretenir sur un thème qui est l'harcèlement moral. Alors à ma droite j'ai Estelle et à côté d'Estelle il y a Chantal et à ma gauche j'ai Ingrid et Angela. Alors nous allons parler du harcèlement moral, mesdames. C'est un thème qui est assez poignant et donc nous allons commencer par la définition du mot harcèlement moral. C'est quoi l'harcèlement moral, Estelle? Du coup, le harcèlement moral, en fait, c'est des agissements malveillants et répétés à l'égard d'autrui. Et Oui. du coup, ça va altérer sa santé physique ou mentale, Oui. ou encore altérer ses droits ou même son avenir professionnel. Et ça peut même aller, ça peut même altérer ses conditions de vie si l'harcèlement se passe dans un couple. D'accord. Donc, Et donc ça se passe même dans le couple, Oui, hein, parce bien que sûr. oui, dans le couple, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir effectivement du Ah, harcèlement ça, moral, ça. mais ça existe Ça véritablement. D'accord. Ok, très bien. Et Angela, tu peux Alors, nous dire quoi par rapport à ça? Le harcèlement, souvent, en fait, sont des actes qui sont souvent répétés dans le but de la dégradation de la vie de la victime, en fait. C'est-à-dire Oui. que ça devient comme une oppression, c'est tout le temps les mêmes actes, jusqu'à pousser la victime à bout. D'accord. Ok, très bien. Ingrid? Et aussi le harcèlement sexuel, moral, peut se faire à différents endroits. On a par exemple sur le lieu du travail, Oui. si jamais on a un collègue ou un supérieur hiérarchique qui est un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à voir des personnes, à humilier d'autres personnes ou vraiment à leur mettre de la pression morale. Donc du coup, les personnes qui subissent ce harcèlement-là vivront mal la situation, et même aussi par rapport à leur travail, ça pourra prendre un coup par exemple. Oui. Et on peut aussi avoir des collègues qu'on va dire qui sont normaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des pervers narcissiques. En tout cas, ils ne représentent pas des caractéristiques de personnes qui sont méchantes, Oui. mais quand même, ces personnes-là vont utiliser des voies et des moyens aussi pour harceler moralement leurs collègues, en victime. fait. La victime. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Et donc, on va vous donner justement, on va citer des cas concrets justement pour que les personnes puissent repérer effectivement s'ils sont victimes d'harcèlement moral. Et donc, au travail, par exemple, il y a différentes manières justement dont la victime peut être harcelée. Il y a le dénigrement et la brimade, d'accord. Il y a les critiques injustifiées. Il y a aussi l'humiliation publique, hein, quand on vous dit les choses publiquement devant vos collègues, on vous fait des remontrances, même en criant sur vous, en s'énervant sur vous devant tout le monde. Des mesures vexatoires, des tâches dévalorisantes, c'est-à-dire que ce n'est pas votre tâche. Peut-être on va vous dire d'aller faire des photocopies à répétition, alors que normalement votre poste, vous n'êtes pas censé faire des photocopies, d'accord. Ensuite, il y a aussi une forme d'agressivité, hein, quand vous êtes victime d'agressivité, c'est-à-dire que votre patron, il ne vous parle plus normalement, mais il commence à hurler sur vous, à être agressif avec vous. Là, c'est une forme d'harcèlement moral. Il y a aussi des tâches qui dépassent vos capacités, c'est-à-dire qu'on vous donne des tâches élevées, hein. Le patron sait très bien que ce n'est pas une tâche qui correspond à vos compétences, d'accord. Mais pour vous mettre justement en porte-à-faux, il va vous donner des tâches un peu plus élevées, d'accord, d'une compétence supérieure, alors que vous n'êtes pas censé les faire, pour faire en sorte de vous montrer en face votre incapacité, alors que ce n'est pas de votre ressort. Alors, il y a aussi la privation d'outils de travail, c'est-à-dire que vous arrivez au bureau, vous n'avez plus d'ordinateur, hein. Voilà, vous n'avez plus d'ordinateur pour travailler, vous n'avez plus l'outil de travail.
travail. Donc, c'est une forme d'harcèlement moral. Des avertissements aussi qu'on vous donne sans fondement, sans preuve, d'accord. Aussi le déclassement, c'est-à-dire que vous avez un certain rang, et ben on vous met dans un rang inférieur. Donc ça aussi, c'est une forme d'harcèlement moral. Et la pression aussi disciplinaire, c'est aussi une forme d'harcèlement moral. Et aussi la mise au placard, c'est-à-dire que on vous met dans un bureau, un peu comme à l'école, hein, quand vous êtes puni, on vous met au placard, d'accord, parce que vous n'avez pas bien appris la leçon et tout. Ben, on vous met dans un coin avec votre bureau, sans outils de travail, d'accord, et sans tâches à faire, c'est-à-dire qu'on vous prive de votre travail. Vous n'avez plus rien à faire, on vous donne plus des tâches, d'accord. On vous appelle plus pour assister aux réunions, d'accord. C'est vraiment la mise au placard. Vous êtes là, vous venez au travail et vous ne faites plus rien. Alors, est-ce que Chantal, tu peux nous expliciter en donnant d'autres exemples justement concrets encore? Bah après, comme on avait vu, on a dit que le harcèlement moral, ça peut vraiment être dans tous les domaines en fait, dans la famille, que ce soit au travail et même dans le couple également, parce que il y a des situations, il y a des personnes qui vivent du harcèlement moral mais ils ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dis peut-être tu t'habitues à ça, tu te familiarises, et les remarques que l'autre te font, bien sûr, c'est pas les remarques dont on parle, les remarques constructives, mais ce sont vraiment des remarques qui vont dégrader, voilà, pour dégrader, qui vont vexer, qui vont blesser. Et parfois, quand on regarde dans le couple, des phrases comme mais tu n'y arriveras jamais. Ou bien je suis tout le temps obligée de passer derrière toi parce que tu fais toujours mal cette chose-là en fait. Tu vaux rien. Voilà, tu vaux rien. Tu es laide. C'est vrai, non, ça. Après ça, c'est par rapport à la beauté. Oui, c'est vrai qu'il y a des paroles blessantes comme ça qu'on peut donner. Et en fait, quand on n'a pas la sagesse de le dire, ça veut dire parce que c'est vrai, l'autre peut avoir un défaut ou peut être mal habillé, mais il y a des manières de le dire, il y a des manières de faire la remarque. Sauf que la personne qui va faire subir le harcèlement moral, en fait, va le dire vraiment d'une manière qui a pour but de piquer, de blesser. La personne va insister. Parce elle va insister. On peut dire parfois, oui, la façon dont tu es habillée, t'es moche, c'est pas joli. C'est pas joli. Mais quand on insiste, c'est-à-dire que ça devient répétitif, c'est-à-dire que peu importe ce que tu mets, t'es moche. En fait, là, ça devient vraiment du harcèlement moral. Arrête de faire ce que tu bien fais, sûr, on doit marcher un peu aussi quand même dans la vérité. Donc, si c'est pas joli, on va pas dire que c'est on doit apprendre les remarques. On prend des formes, voilà, on le dit. Mais aussi, bien sûr, on sent que c'est du harcèlement quand peu importe ce que tu fais, en fait, t'es toujours moche, quoi. Donc, mais moi, je trouve que c'est quand même important, de les énumérer parce qu'il y a des gens qui vivent dans ça et ils sont tellement plongés dans ça qu'ils s'en rendent même compte. Par exemple, tu as parlé du fait, dans le cadre du couple, et c'est vrai qu'il y a des gens dans le couple, ils sont tellement amoureux, j'ai parlé au pluriel. Tellement amoureux qu'en fait ils s'en rendent même pas compte que ça devient toxique pour eux et ils vont développer des complexes dû à ça. Et aussi par rapport à ce que Pasteur Paulette disait dans le lieu du travail, ce que je sais, je l'ai vu en cours de ressources humaines, c'est-à-dire que quand là l'employeur veut te faire tout pour que que toi-même tu démissionnes, en fait, justement, il va mettre tout ça en place. On va te mettre au placard, on va vraiment essayer pour que tu te sentes moins que rien, que tu n'es plus à ta place, pour que tu sentes que tu n'es plus à ta place. Et là, du coup, toi-même, de ta propre volonté, tu vas demander une démission, en fait. Si tu demandes juste virer comme parce que toi, c'est ça, en fait. Donc, tout ça, là aussi, il faudrait que les gens sachent que parfois, il y a certaines actions qu'on va mettre en place et même, c'est fait exprès, en fait. Il y a un objectif derrière, en fait. Donc, vraiment, justement, ne pas tomber dans ce piège, à être avisé aussi par rapport à ça. Et même les autres collègues aussi, ils peuvent tous se mettre d'un commun accord, justement, pour faire sentir, justement, le malaise au travail, que tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es plus la bienvenue, au travail. Donc, c'est vrai. Oui, Angela, tu voulais dire? Oui, je voulais dire, et moi, du coup, l'ayant vécu dans mon premier travail en alternance, bon, c'était tous les alternants, mais après, moi, j'ai la tête dure. Mais moi, je sais que, par exemple, les autres apprentis pouvaient prendre des antidépresseurs parce que la patronne, elle mettait beaucoup de pression. Et en fait, ça devenait tellement répétitif que, en fait, ils étaient oppressés, ils prenaient des comprimés, ils stressaient, ils avaient la boule au ventre pour venir au travail. Bon, après, moi, je m'en foutais parce que moi, je la calais clairement en l'air. Mais pour les autres, en réalité, cette belle expression, calée en l'air. Mais pour les autres, en fait,
pour l'ayant vécu, je trouve que c'est quand même horrible en fait parce que bah tes parents te voient à la maison, tu es souriant, mais en fait au travail t'es tout autre. T'es cassé, t'es cassé et intérieurement, ça détruit intérieurement, ça bouffe intérieurement. Ça détruit les objectifs, je pense. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une différence entre, oui, il faut quand même atteindre les objectifs, d'accord, mais c'est la manière dont effectivement le patron va nous manager pour atteindre nos objectifs qui sera pernicieux ou pas. Si elle s'y prend de la mauvaise façon, ça va donner en fait des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont harcelées moralement. Parce que moi aussi, j'ai un peu subi ça dans le travail où c'est vrai qu'on demandait des chiffres, d'accord, ça, on est tout à fait d'accord. Hein, si on doit faire un nombre de ventes, surtout dans des postes où c'est le commercial, il faut faire des ventes, on nous met des chiffres, mais après c'est la pression qui est derrière. C'est-à-dire que à chaque fois on te surveille au téléphone, on surveille tes appels téléphoniques. Ensuite, dès que il y a eu un appel, ensuite on t'appelle pour te faire un débrief. Ensuite, dans une journée, tu as 5 débriefs, mais après ça devient un peu trop, ça devient excessif en fait. Donc voilà, il faut savoir déceler et après se dire soit je reste, soit je m'en vais. Voilà, dans ce milieu-là, si ça devient toxique, ça atteint ma santé. Parfois, il vaut mieux sortir, voilà. Et parfois, si on veut rester, eh ben, on prend justement nos précautions au niveau judiciaire et on porte plainte par rapport aux mauvais agissements. Mais surtout, en fait, le travail, on est amené à y passer beaucoup de temps. Ah, surtout donc, ça. Si c'est pour que la plupart du temps qu'on passe, c'est pour faire la tête ou ne pas être bien, bah franchement, ça vaut pas la peine. Ah oui, donc, faut vraiment pas négliger, surtout au travail, même en fait partout. Mais au travail, c'est vraiment quelque chose. Bah, tu passes du temps. On est longtemps là-bas. Il faut pas négliger cette partie. Et même si quitte à être au chômage, et vaut mieux être en bonne santé moralement que se faire un petit peu. Oui. Après, souvent, lorsqu'on est jeune, en fait, on ne réalise pas qu'on a des droits en France et que la loi condamne certaines choses. Parce que il y a des gens qui sont pas en France. Oui, c'est ça que j'ai précisé. Non, franchement, on est bien. Voilà, franchement, il y a vraiment un code du travail. On est bien protégés, mais ailleurs, exactement. C'est le patron, le chef et le président en même temps. C'est ça, exactement. Des personnes ne peut rien dire. C'est ça. Et pour les jeunes, ceux qui sont dans l'apprentissage, parce que je pense qu'il y a des jeunes femmes qui nous regardent, faut savoir que dans ce genre de cas, il y a l'inspection du travail qui défend en fait le droit des jeunes. Et si vous êtes abusé ou harcelé moralement par votre patron, c'est important en fait de faire ou d'avoir recours à l'inspection du travail. Et voilà, de tout simplement, comme elle a dit, ne pas se laisser abuser juste parce que on attend un salaire. C'est vrai que c'est facile à dire parce que dans certains cas, on a une famille à gérer, il y a des situations qui sont assez compliquées, donc on a besoin d'un salaire à la fin du mois. Mais en réalité, la santé morale avant tout, j'ai envie de dire. Oui, effectivement. Et aussi, à part, c'est vrai qu'on est resté très dans le milieu du travail, on a aussi un peu parlé dans le couple, mais il faut savoir aussi que dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes qui sont harcelés, voilà, par rapport à leur physique. Pour des personnes qui sont en surpoids, il peut y avoir des personnes, des élèves qui montent un groupe et qui critiquent cet élève-là et qui critiquent aussi ses photos et qui parfois aussi sont victimes, comment on dit ça, de bullshit. Bullshit, c'est quoi ça? Bullshit. Ouais, l'harcèlement. L'harcèlement? Ouais. Ah, d'accord. En anglais. Ah, d'accord. Je cherchais plutôt, en fait, la brimade, en fait. Victime de brimade, parce que il y a des enfants aussi, il faut savoir que dès la primaire, on leur prend leur goûter. Voilà. Je crois qu'il y a un mot pour ça, je sais plus c'est quoi le mot. En tout cas, Toi, tu harcelé, quoi. Il n'y avait pas, c'était la loi du plus fort. Et on voit justement des jeunes qui, par rapport à ça, quand ces personnes sont victimes, qui vont jusqu'à se scarifier et même jusqu'à se suicider. Donc, pour vous dire la portée et la dangerosité, effectivement, du harcèlement moral qui se passe effectivement dans les écoles publiques et les écoles privées aussi. Et pour vous dire que c'est vraiment un fléau néfaste et que c'est important qu'on avertisse justement nos enfants par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer avec nos enfants pour qu'ils puissent nous parler, parce que parfois les jeunes, les enfants se renferment par rapport à ce qu'on leur fait à l'école et ils n'en parlent pas
pas justement aux parents. Et les parents, c'est vrai ils vont au travail, c'est vrai qu'ils ont la charge de la maison, s'occuper de la maison et toutes ces choses-là qui font que parfois ils n'ont pas ce temps avec les enfants, ils n'ont pas ce temps de confidence avec les enfants. Et du coup, il y a eu justement des cas comme ça où des enfants ont été harcelés et ensuite ils se sont pendus dans la maison et le père ou la mère n'a rien vu du tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Moi, je dirais même que pour aller plus loin, en fait, c'est notre responsabilité à nous, enfin, ou à nos grandes sœurs, grands frères, ceux qui vont nous regarder, de dénoncer cela. Parce qu'en réalité, souvent, on va voir une jeune fille, que ce soit au collège ou au lycée, être dans son coin, tout le temps dans son coin, et tout le monde se moque d'elle. Souvent, on se laisse aller et on suit le mood. Moi, je sais que moi aussi, je me moquais des gens à l'école. Mais en réalité, c'est vrai que ces gens-là vivent souvent un certain mal-être chez eux. Et moi, je trouve que en tant que... si on est considéré comme fort en classe, vous savez, le groupe fort, c'est important vraiment de dénoncer ça et de ne pas... s'asseoir en compagnie des moqueurs, comme la Bible va le dire, mais de relever ces gens-là et justement les prendre sous notre aile. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Je me rappelle quand j'étais en première. Persécuter les gens. Non. Tu la vois plus en rôle de persécuter. Et pourtant, non, justement. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une fille, en fait, elle était toute petite, elle avait un appareil dentaire et parlait un peu, tout ce qu'on peut caractériser, à l'école pour dire que, on va la harceler. Donc, ce qui se passait, c'est que, comme ils disent à l'école. C'est ça, comme ils disent, c'est que, elle était toute petite, elle était un peu, quoi. Oui, c'est ça. Et parfois, bref, son raisonnement n'était pas trop cohérent, logique. Non, mais vraiment, et du coup, il y avait un groupe de filles qui vraiment se déchaînaient sur elle, en fait. Les pom-pom girls du lycée. Elles se déchaînaient sur elle, sauf qu'à un moment donné, j'en ai marre, en fait, parce que ce genre de choses, ça m'énerve. Je comprends pas. Quand il y a des plus faibles, parce que c'est le cas, vu qu'elle était regroupée sur elle, il y a des plus faibles, et vous voulez l'accabler. Et moi, je sais que je me laissais pas faire, mais ça m'énervait que elle puisse rien dire. Et je vois que personne prend sa défense, tout le monde se moque d'elle. Je me mettais à sa place, je dis, mais ça se fait pas, en fait. Et du coup, à un moment donné, quand on l'a charriée, à un moment donné, je me suis levée, j'ai dit, mais vous fermez vos bouches, en fait, vous la laissez tranquille, elle vous a rien fait, donc laissez-la tranquille, et tout ça. Et donc, du coup, même l'autre a été gênée parce que quelqu'un prend sa défense. Mais non, ce que vous allez tellement rigoler parce que vous savez quoi? Après, la fille, là, en question, vous savez ce qu'elle m'a dit? En privé, hein. Elle m'a dit non. Celle qui avait l'appareil dentaire. Celle que j'ai défendue. Oui, je t'ai pas. Elle m'a dit, mais en fait, j'ai pas besoin que tu me défendes. Oh la gratitude. Depuis ce jour, mais je vous assure, depuis ce jour, je réfléchis 20 000 fois avant d'aller prendre la défense de quelqu'un. Franchement. Parce que parfois, les gens, en fait, ils veulent pas de ton aide ou ils aiment ça. En fait, je sais pas c'est parce qu'ils aiment ça. C'est pas oui, bon, pas tous. Peut-être ils ont honte, en fait. Ou, je sais pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, après, comme elle a dit, Estelle, peut-être qu'elle a eu honte. Qu'elle a eu honte du fait que quelqu'un de quelqu'un descend, alors qu'elle-même, n'arrivait pas à se défendre. Mais après, franchement, je me suis dit, oulala, c'est chaud quand même. Mais après, il faut savoir que, en plus, avec cette personne-là, je me suis liée d'amitié avec elle. Mais pourtant, cette fille, elle vit vraiment du harcèlement moral. Vraiment du harcèlement moral. Et ce que je peux aussi donner comme conseil, c'est que c'est aux parents, justement, de parler aux enfants, en fait. C'est-à-dire, commencer à dire à l'enfant, si on te fait telle ou telle chose à l'école, dis-le-moi, ou réagis de telle ou telle façon. Bon, en tout cas, en Afrique, c'est comme ça. De parler aussi. Oui, de parler, en fait. On te dit, si quelqu'un te frappe, tu le tapes. À l'école, en tout cas en France, en France, quand tu tapes un autre élève, c'est toi qui as tort. C'est ça. Non, mais tu vois, dans le sens où il a commencé, en fait. Oui. En fait, c'est juste à apprendre à l'enfant à se défendre aussi. Parce que justement, il y a des ans. Justement, ma fille, elle se défendait. Après, c'est sur elle que c'est tombé. Moi aussi. C'était elle. Mais c'est pas grave, moi, tu as tapé. Parce que sinon, après, c'est l'enfant qui subit, qui est mal. Après, en classe, tout le monde se moque de toi. Ah non, moi, j'ai tapé. J'étais virée, j'étais convoquée, mais au moins, tu te défendais. Je pense que c'est quand même aux parents aussi, justement, d'éduquer les enfants dans ce sens-là, à leur dire, bon, si on te fait telle ou telle chose, voilà comment il faut réagir. Et il faut parler, il faut venir me dire, faut pas juste le garder pour toi, mais il faut en parler, en fait. Et si jamais l'enfant a peut-être du mal à le dire à ses parents, parce qu'il y a aussi des enfants, la relation avec les parents, c'est pas trop ça. Au moins, trouver quelqu'un
lui dire non mais tu t'entends avec tel ami, tu peux lui dire, tu peux lui parler, et peut-être cet ami-là viendra Nous, dire à l'école, aux parents, on nous a dit il faut aller voir les maîtresses, Non. il faut aller voir les professeurs. Voilà, c'est comme ça en fait. D'accord. On doit pas rendre le mal par le mal. D'accord. On doit pas rendre. D'accord. Parce que voilà. Sinon, ça va donner lieu à des bagarres. Voilà. Ah non. Après, moi, l'école, c'est la loi du talion. C'est ce qu'ils disent. Mais après, il y a des enfants qui vont jusqu'à se suicider. Ça veut dire que la maîtresse, même parfois, qui assiste au harcèlement des enfants, elle fait rien. Elle fait rien. en fait. Exactement. Elle ne réagit pas. Effectivement, oui. Après, je pense que dans ce milieu, il faut aussi vraiment former, on va dire, les enfants à ne pas avoir à ne pas se dire, oui, si par exemple il y a un ami qui se fait harceler, ne pas se dire, ouais, faut pas que j'aille le dire, sinon je vais être la balance. Parce que beaucoup de personnes voient les choses, mais vu qu'ils ont peur, en fait, de la vie des gens, ils n'osent pas aller voir, par exemple, les maîtresses, parce que, en fait, si c'est la personne qui est victime qui va aller voir, en fait, les choses sont différentes. Alors que si c'est un témoin, peut-être que je trouve que, la situation peut mieux s'arranger que si c'est la victime directement. Et en plus, le problème, c'est que quand c'est en groupe, en plus, c'est des jeunes personnes, il n'y a pas la maturité, il y a l'effet de... Donc, Mais je pense qu'il y a des actions qui sont quand même de plus en plus entreprises. Oui. Parce qu'il y a des alarmes qui ont quand même, qui ont été tirées, sonnées. Les alarmes, oui. Les alarmes, voilà, de sortir le mot. Et parce que moi, je me rappelle également qu'en terminale, dans la branche dans laquelle j'étais, en santé et sociale, on devait faire des épreuves, en fait. On devait choisir un thème. Et je sais que nous, on avait choisi le thème, justement, du harcèlement. Et il y avait, je sais pas, des personnes, je sais plus comment on appelait ça, mais en tout cas, des personnes dans le lycée qui passaient, en fait, de classe en classe pour sensibiliser en fait, les élèves pour leur montrer c'est quoi le cas d'harcèlement, qu'est-ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'était un délit pénal. Tu peux faire de la prison et tu peux avoir au moins 15 000 € d'amende juste parce que tu as harcelé un autre. Harcelé moralement, même pas physiquement, moralement tu as harcelé, quelqu'un peut porter plainte contre toi et tu peux aller en prison. Donc mais je trouve que déjà c'est bien qu'il y ait déjà de plus en plus d'actions qui sont faites contre ça. D'accord, c'est très bien. En tout cas, il y a d'autres formes du harcèlement moral, les propos injurieux, les appels téléphoniques, SMS ou courrier électronique malveillant. Donc tout ça, ce sont des formes d'harcèlement moral. Donc on va voir aussi comment on peut prouver justement un harcèlement moral, Ingrid. Justement, les témoignages des personnes à qui la victime de harcèlement moral, s'est confiée. Donc, justement, d'où l'importance de ne pas le garder pour soi, mais au contraire d'en parler. Parce que souvent, en fait, pourquoi il y a autant de harcèlement qui se multiplient, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent et qui n'osent pas parler, Ils s'enferment dans le silence. Ce qui fait que la personne, elle va continuer à harceler d'autres personnes. Et ça me rappelle une histoire, c'est récemment que il y a des groupes qui se sont créés sur les réseaux. Par exemple, balance ton stage, balance ton lieu de travail, etc. Et là où les gens viennent parler pour dire, je suis harcelé moralement, en fait. Voilà ce que je vis, voilà ce que mon chef me dit. Mais au travail, ils n'arrivent pas à le dire. Ils n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils vivent, en fait. Donc, vraiment avoir l'habitude et vraiment prendre la décision de parler parce que souvent, on peut se dire, je suis trop nulle, je suis trop bête, pourquoi j'ai pas réagi? Non, ce n'est pas toi, le problème, c'est l'harceleur, en fait. Toi, tu es une victime, en fait. Et surtout, rassembler les preuves aussi. Rassembler les preuves qui pourront, effectivement, être en notre faveur et servir justement à notre défense. Et justement, il y a aussi le dossier médical qui peut attester de l'état, en fait, physique et psychologique de la personne. Cet état qui a été dégradé à cause du harcèlement moral, où la victime a consulté, en fait, un médecin, tout simplement, et le médecin peut justement attester, en fait, de son état. Donc ça, c'est une autre manière de pouvoir prouver, en fait, que la personne est harcelée moralement. D'accord. Et du coup, on peut aussi utiliser les messages, les SMS, encore les emails, parce qu'il y en a déjà, des fois, ils vont loin, mais ils se rendent pas compte que c'est des preuves, en fait. Il faut vraiment utiliser ça pour prouver que son harceleur a envoyé ça et du coup le prouver de cette façon. Aussi, il y a aussi les plaintes qu'on peut être amené à faire. Voilà, les plaintes qu'on peut être amené à faire quand on travaille au niveau de notre direction ou alors au niveau de notre syndicat si on est syndiqué. Tout cela, ça peut servir justement comme preuve d'harcèlement moral. Angela? C'est vrai que la victime dispose de 6 ans d'un délai pour porter plainte, en fait, par rapport au fait le plus précédent. Donc, 6 ans, ça laisse quand même le temps. Mais moi, j'invite et je sollicite tout un chacun, lorsqu'il y a le fait,
d'aller directement porter plainte. D'accord. Oui, très subir ça 6 ans, c'est Vraiment. C'est surtout que, en fait, parfois, tu peux, quand on dit un délai de 6 ans, c'est aussi le fait que la personne, elle travaille dans une entreprise et après, elle a quitté l'entreprise. Mais en fait, il faut savoir que même après qu'elle ait quitté l'entreprise, elle a 6 ans devant elle. Même après avoir quitté son entreprise, elle a 6 ans devant elle, jusqu'au fait le plus récent pour pouvoir porter plainte. Donc là, c'était pas trop tard. Même si ça fait déjà 3 ans que tu as quitté ton boulot, tu as encore le temps de pouvoir porter plainte. Et il faut avoir les preuves, hein. Ah, voilà, bien sûr. C'est ça, Bien sûr, avec les preuves, bien Et en sûr. plus, plus tu laisses le temps passer, en fait, même dans ta tête, c'est moins frais. Donc, ton témoignage sera moins Cohérent. cohérent, c'est ça. Donc, c'est important de le faire directement. Et... Du coup, je vais lire le courrier du cœur qu'on a reçu. C'est le courrier du cœur de Martine, qui a 36 ans. Elle dit « Je suis victime de harcèlement moral au travail, mais j'ai peur d'en parler. Que me conseillez-vous de faire ?» Que me conseillez-vous, oui, et à qui en parler? Alors, ce que je peux lui conseiller, c'est de rassembler les preuves. Tout à l'heure, on a parlé des différentes preuves qu'on peut avoir, justement, et de rassembler les preuves parce que ces preuves-là vont lui permettre d'avoir confiance dans le fait de pouvoir parler. Parce que du coup, elle pourra parler sur la base de quelque chose de concret. Et donc, avec ça, ça pourra lui donner un peu plus de confiance pour pouvoir aller en parler. Maintenant, elle peut s'adresser, alors, comme j'ai dit, si elle est syndiquée à son syndicat ou alors à sa direction. Mais si c'est avec sa direction qu'elle a justement qu'elle est harcelée moralement, alors elle voit le syndicat. Et aussi, elle peut aller aussi peut-être faire une main courante aussi au niveau de la police pour pouvoir le DRH ou même si bien sûr le DRH aussi est complice, parce que j'ai vu une émission où c'était le DRH qui s'occupait de licencier, de trouver des raisons pour licencier. C'est son rôle. S'il y a un problème avec la DRH, bien sûr, on n'ira pas voir la DRH. Il y a aussi souvent, en fait, dans l'entreprise, il y a ceux qui sont du côté des DRH. Voilà, c'est ça. Mais non, les DP, le délégué du personnel, en fait. Bien sûr, si lui n'est pas impliqué, ou si lui aussi n'est impliqué, tu peux aller voir l'inspecteur du travail. C'est possible, ou tu peux prendre directement un avocat. Si lui aussi n'est pas impliqué. Là, vraiment, c'est compliqué. L'avocat. Dis donc, tu vas pas t'en sortir, là. Tu vas pas voir le bout du tunnel, là. Tu vas finir par aller voir ton ami, qui va pouvoir, rentrer en contact qui va t'aider justement peut-être dans tes démarches, avoir quelqu'un qui est là et qui t'aime, en fait, qui n'est pas là, parce qu'on a parlé des amis qui sont, des amis qui se réjouissent de ton malheur, mais vraiment un vrai ami qui va vraiment t'aider à aller au bout de cette démarche-là et même des responsables à l'église qui peuvent t'aider à surmonter cette épreuve-là parce que c'est difficile quand même par la prière, avec la parole de Dieu, te réconforter en fait comme quoi, t'inquiète pas, Dieu est quand même ta justice et c'est lui qui va t'aider à sortir de cette épreuve-là. Lui, la vengeance, bien sûr. Donc c'est important aussi que cette personne-là se fortifie dans le Seigneur, vraiment qu'elle prie en langue et qu'elle arrive à se fortifier pour avoir le courage de pouvoir parler. Mais c'est pas prier en langue, c'est comment? C'est pas prier en langue. Alors elle prie en langue, dans sa langue maternelle, tout simplement. Voilà. Ses ennemis, comme l'ami va le dire. Mais en tout cas, elle peut prier dans tous les cas. Oui. Et du coup, il y a aussi le médecin du travail. Donc, c'est possible de prendre un rendez-vous. S'il n'est pas complice. On va avoir des complices partout. Prendre un rendez-vous et en plus, il est tenu au secret médical. Donc, sauf si on lui donne l'accord, il ira pas voir du coup les personnes concernées. Et au moins, les choses vont avancer en fait, parce que c'est son rôle à lui. D'accord. Ok, très bien. Et donc, on va voir les conséquences justement du harcèlement moral et comment s'en sortir. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plusieurs sur le plan physique, sur le plan psychologique, comportemental, intellectuel et sur la sphère sociale. Donc, je vais vous en citer
quelques-unes justement conséquences, mais je vais pas tout citer. Donc au niveau du plan physique, il peut y avoir les maux de tête, d'accord, les maux de dos, et les douleurs musculaires, les troubles du sommeil et les troubles de l'appétit. Au niveau psychologique et au niveau comportement intellectuel, alors il peut y avoir plusieurs symptômes, surtout des symptômes de stress, notamment l'anxiété, d'accord, qui peut être très présente, l'irritabilité aussi, la nervosité. Il peut y avoir aussi la consommation accrue de substances telles que le tabac, l'alcool, les médicaments sur lesquels on va se jeter, voilà, pour un peu vraiment essayer d'enlever le mal que l'on ressent, d'accord, ou alors reporter ce mal-là dans d'autres choses. Il y a aussi des sentiments d'impuissance, d'humiliation, de honte, voilà, que l'on peut ressentir effectivement dans notre âme. Au niveau de la sphère sociale, de la sphère professionnelle, justement, il peut y avoir justement une atteinte à la sphère familiale, parce que si on subit ça dans le milieu professionnel, si on a le mal-être, quand on rentre à la maison, on transporte ce mal-être-là encore dans la sphère familiale, et du coup, ça peut générer des conflits, justement, ça peut générer justement une usure psychologique au niveau de l'entourage, un isolement social aussi, d'accord. Il peut y avoir aussi des conséquences par rapport au devenir professionnel, départ volontaire, licenciement, déclaration d'inaptitude. Il peut y avoir la perte de désir et d'intérêt dans le travail, le désinvestissement professionnel, effectivement, qui peut se faire. Donc, comment on peut s'en sortir par rapport au harcèlement moral? Alors, premièrement, j'ai envie de dire ne pas rester dans sa bulle, ne pas s'isoler et rester dans son coin. C'est important vraiment de communiquer, d'en parler à des gens de confiance. Souvent, en fait, on a honte, comme Marine l'a dit, on a honte, on a peur. Et ça, Estelle, oui. a vraiment du mal. En 2021, encore. On a vraiment du mal, mais c'est vraiment important d'en parler parce que la communication, le fait de parler, d'extérioriser, en fait, ça nous libère et ça évite de créer tout simplement des maladies psychosomatiques, parce que le fait que on renferme des choses dans l'âme, ça va créer des maladies, parce que le stress, je sais que le stress, ça crée certaines choses, ou la rancune, le manque de pardon, du coup, qui se génère par rapport à tout ça. C'est vraiment important d'extérioriser, d'en parler à des gens de confiance, parce qu'il y a des amis qui se réjouissent sur notre malheur, vraiment de se confier et de prier, pour ceux qui sont chrétiens, de prier et de se confier en Dieu. Et surtout de pas rester dans la rancune, parce que voilà, c'est ça. Parce que là, voilà, on va parler de tout le monde, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut savoir que le diable nous guette là-bas, il nous attend, en fait. Ça veut dire que le but de l'ennemi derrière, c'est parce que si on comprend qu'on a une destinée, on comprend qu'on a des choses à faire pour le Seigneur, il faut savoir que tes collègues qui sont pas chrétiens, qui sont païens, en fait, qui sont non-croyants, vont être une porte pour le diable, pour t'atteindre toi. Donc, si tu n'es pas conscient que, en fait, le diable peut les utiliser pour t'atteindre toi, te défocaliser, faire en sorte que tu commences à tomber dans la dépression. La rancune, c'est ça, voilà. Et c'est pour ça, il faut comprendre les stratégies du diable, c'est de dire, il commence à avoir plein de choses au boulot contre moi. Il faut savoir que ça peut être spirituel. Ça veut dire qu'il y a des forces spirituelles qui se mobilisent contre nous, et garder son cœur. Parce que si tu es ignorant de ce problème-là, tu vas bêtement, tu vas perdre ta paix. Tu vas commencer à avoir de la rancune, avoir du manque de pardon, et au final, le diable va réussir à voir. Effectivement, il faut garder son cœur plus que toute autre chose, comme la parole de Dieu nous encourage à le faire. C'est vrai que ce sont des phases où on est en plein dans la tempête, mais il faut savoir garder son cœur, même en temps de tempête, en temps d'ouragan. Vraiment, il faut apprendre à le faire. J'ai une question pour toi, Pasteur Colette. Tu nous as dit que tu l'as vécu, et comment tu as pu garder ton cœur justement à travers cette situation? Tu l'as un peu vécu, le harcèlement moral, le pareil. Oui, alors en fait, pour moi, on peut être dans la tempête, mais on peut ne pas en ressentir les effets. C'est un peu comme l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, d'accord? Et il y avait la quatrième personne, d'accord, dans cette fournaise-là. Et en fait, même dans cette fournaise-là, il y avait le feu. D'accord, mais ils ne ressentaient pas l'effet du feu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec la quatrième personne. Et donc, quand on est avec Dieu, il faut apprendre à garder son cœur et ne pas être touché par ce qui est extérieur. Parce que ce qui est extérieur, on peut décider que ça nous atteint, ou on peut décider que ça nous atteint pas. Et moi, j'ai décidé que ça m'atteigne pas. D'accord, peu importe ce qu'ils peuvent faire, moi, je suis fermée au mal qu'ils peuvent me faire. C'est-à-dire que je suis en mode anesthésié, quoi. Voilà. Pour rajouter ce que Pasteur Colette a dit, qui est très très puissant, c'est qu'en fait le problème n'est pas ce qu'on nous fait, c'est comment nous on réagit. C'est à nous de garder notre cœur, en fait, c'est à nous de le barricader. Et je pense que
enfin, lorsqu'il y a la confrontation, ça nous permet aussi de grandir et de travailler certaines choses dans notre caractère. Si par exemple on est trop susceptible ou on s'irrite facilement, le fait d'avoir une confrontation comme ça, qui n'est pas facile à vivre, mais je pense qu'en fait, on va apprendre à prendre de la hauteur et à prendre du large et à relativiser par rapport aux choses. Et comme Pasteur Paulette l'a si bien fait, ça m'a très très édifiant ce qu'elle a dit. Et je trouve ça tellement puissant, c'est vraiment savoir se barricader. Oui, anesthésie même. On ressent plus rien. On ressent plus rien. Alors, Estelle, à qui en parler justement par rapport au harcèlement moral? À qui on peut en parler? Du coup, il faut en parler au médecin du travail et prendre un rendez-vous avec lui. Mais il faut pas qu'il soit impliqué, encore une fois. Et ou encore parler aux responsables d'église parce qu'ils vont vraiment être en fait des piliers dans ces moments-là. Il faut pas se rapprocher de personnes non chrétiennes parce qu'elles peuvent aussi avoir des mauvais conseils et en fait ça va plus nous enfoncer qu'autre chose. D'accord, très bien. Et il y a une loi justement qui parle du harcèlement moral. Du coup vraiment ça a avancé parce que avant la victime devait établir les faits pour pouvoir porter plainte. En 2008, mais du coup depuis le 27 mai 2008, donc ça allait relativement vite. Maintenant, elle a juste à en fait, avoir des éléments de fait pour porter plainte. Donc elle n'a pas besoin d'aller chercher en profondeur pour du coup demander la justice. D'accord, ok, très bien. Et une fois les faits établis, il faut réagir tout de suite. C'est ça. Soit porter plainte ou encore poser une main courante justement pour réagir par rapport à ça. Excusez-moi. D'accord, très bien. Donc, et ce qui est important aussi de faire, c'est de ne pas laisser la situation perdurer, parce que la difficulté va être là en fait. Si on laisse la situation perdurer, effectivement, il y aura des atteintes morales et physiques qui peuvent nous bloquer, nous empêcher de pouvoir porter plainte et de pouvoir faire les choses. Donc, c'est important de pouvoir effectivement se rendre compte de ce qu'on vit, d'accord, et poser des actions en fonction de ça et être concret et y aller en fait, ne pas avoir peur et d'y aller et de poser les actions, ne pas trop laisser le temps, d'accord, couler par rapport à ça, mais réagir promptement par rapport à ça, d'accord. Alors aussi on va voir effectivement quand ça se passe dans le cadre du travail justement, est-ce qu'il faut qu'on quitte forcément notre travail? Est-ce que on peut avoir d'autres solutions, d'autres possibilités? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller justement? Alors moi je dirais qu'il ne faut pas laisser la situation perdurer. Oui. Moi je dirais pardon. Oui, vas-y, continue. Oui. Chantal, tu peux reprendre, j'ai envie d'éternuer. D'accord. Donc, en fait, il faut savoir que quand les faits ont été établis, le salarié a le droit d'effectuer ce qu'on appelle son droit de retrait. Oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'employeur, il ne pourra pas lui demander de reprendre, l'employeur ne pourra pas demander au salarié en question de reprendre son activité dans une situation où, à son travail, il y a un danger, parce que c'est quand même un danger, le fait d'être harcelé moralement. Donc, le salarié, il a le droit à ce moment-là, en fait, de se retirer. Et l'employeur ne peut pas l'obliger ou vous soumettre une pression pour qu'il puisse reprendre le boulot. Et après, maintenant, on va dire, c'est aussi libre au choix du salarié, de comment il arrive à gérer cette situation, parce qu'on n'a pas tous le même mental, on n'a pas tous le même moral. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur va te dire tout simplement, est-ce qu'il faut que tu restes là-bas ou est-ce que le Seigneur va t'ouvrir une autre porte pour que tu puisses être épanoui ailleurs, en fait. Le choix est dans nos mains. C'est à nous de savoir quels sont les projets que Dieu a pour nous, quel est le projet de vie, là où tu veux t'orienter. Si tu quittes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as une solution? C'est tout ça, en fait. Il faut vraiment analyser la situation et prendre en compte tous ces paramètres-là. Effectivement. Ou alors, est-ce que tu décides d'être anesthésié par la situation et du coup, t'as pas besoin de quitter, tu continues. Voilà, finalement, il va arrêter. C'est ça. Oui. Quand il va voir que ça te fait rien, parce qu'il continue, parce qu'il voit que ça t'intéresse. Mais c'est comme les critiques. Quand à un moment donné, on te critique, la personne, elle voit que tu ne te fais rien, tu t'en oui, voilà, que tu t'énerves dans le corps, donc elle va continuer. Voilà. Mais s'il voit que ça te fait ni chaud ni froid, elle va s'arrêter. Donc c'est la même chose, ou être anesthésié. D'accord, très bien. Et Angela, qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ça? Ou alors Ingrid. Vraiment, je pense qu'il faut également accepter de pardonner à la personne en fait, ou aux personnes en tout cas qui nous ont fait subir du harcèlement moral. Pourquoi? Parce que c'est déjà un départ, un chemin vers la guérison, c'est un cheminement vers la guérison en fait. C'est-à-dire que si on le garde, ça peut créer, comme Angela le disait tout à l'heure, à l'intérieur de nous, on a cette colère, ou on a cette haine, ou on se sent humilié. Ça peut même parfois nous causer des maladies, en fait. Donc vraiment, déjà accepter, c'est vrai que on a pu
certainement établir les faits, on a porté plainte, on a posé une main courante, il y a peut-être une démarche qui est en cours, mais vraiment, à travers ça, pardonner également aux personnes qui nous l'ont fait, en fait. C'est la première chose à faire. Et aussi, ne pas vouloir se venger. Pourquoi? Parce que quand on va essayer de se venger, en fait, c'est comme, c'est la loi du talion, en fait, œil pour œil, dent pour dent, et on sait que ça ne paye pas, c'est pas ce que Dieu nous recommande, en fait. Donc vraiment là, parce que les personnes qui harcèlent souvent sont les personnes qui ont été harcelées. Elles se sont dit, bon, ok, je vais me protéger maintenant aujourd'hui en faisant la même chose, alors que c'est une fausse protection, en fait. En vrai, c'est pas vraiment une protection. Donc, pardonner et ne pas se venger, laisser vraiment Dieu lui-même, en fait. Non seulement vous guérir, vous restaurer par rapport à ça, et puis la justice des hommes aussi, si elle est déjà en cours, vraiment, elle va prendre son temps, mais aussi, elle va faire ce qu'il y a à faire, mais vous, vraiment, essayez de guérir par rapport à ça pour aller de l'avant, en fait. Et peut-être même un conseil dans ce processus de guérison et de restauration. Vous savez, moi, je pense que, comme on dit souvent, Jésus, quand il était en train d'être crucifié, il a pas même réussi à faire une prière en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, vous et moi, nous savons qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de crucifier cet homme-là. Ils ont réclamé de pouvoir le crucifier. C'est comme Étienne aussi, voilà, quand on le lapidait. Quand on le lapidait. Donc, c'est pour dire, en fait, que, il avait cette sagesse, en fait, et ce recul de se dire, et ce qui peut nous aider en tant qu'enfant de Dieu à relativiser et à pardonner, en fait, c'est de limite trouver des excuses au mal de l'autre. Ça veut dire que quand la personne te fait du mal, si tu arrives à voir et à te dire, en fait, cette personne, c'est elle qui est la victime, en fait, dans l'histoire. C'est pas moi qu'elle est, en fait, c'est elle qui est la victime. Ça veut dire que tu te dis, mais cette personne-là, elle est tellement mal au point où elle vient se déverser sur moi. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'elle vit pour qu'elle puisse être aussi méchante, en fait? Ça veut dire que limite, maintenant, c'est même plus toi la victime. Ça, en fait. Tu la vois, elle, comme une victime, et ça te permet, toi, de relativiser et de te dire, non, en fait, c'est elle qui a vraiment problème et c'est elle qui a besoin d'être aidée. Ça veut dire que tu vois totalement les choses et ça te permet, toi, de garder ton cœur. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans les situations où je me dis, mais cette personne qui a réagi comme ça, c'est moi qui ai mal. Mais je me dis, non, en fait, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle est tellement prisonnière de ses propres émotions qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup, ça te permet de prendre du recul et de te dire, bah, au final, tu t'anesthésies parce que ça ne te fait plus rien. Tu ne le vois plus, tu le prends plus pour toi. C'est ça, oui. Et c'est comme le verset qui nous dit justement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principes et les dominations. C'est pas elle, c'est derrière. C'est ce qui est derrière. Ce sont les démons qui sont en action derrière qu'il faut voir et s'attaquer à eux et non pas à la personne directement. Donc, la parole de Dieu, de toute façon, elle dit que c'est à Dieu la rétribution et à Dieu la vengeance. Donc en fait, c'est pas à nous de faire justice soi-même parce qu'au final, on va attrister en fait le Seigneur. Et au final, elle sera même en fait, ça va même pas vraiment nous satisfaire parce que quand Dieu fait sa justice, il a fait de manière volée ça, la justice de Dieu. Mais en fait, il le fait tellement bien que personne ne peut même plus parler. C'est ça. Tout a été bien fait, mais ça fait mal entre temps parce que tu te dis ouais, mais c'est quand que franchement on va humilier. Ça s'arrête, c'est quand, mais t'inquiète pas. Et c'est comme le cas de Anne et Pénina. On voyait que Pénina mortifiait Anne, d'accord, par rapport au fait qu'elle n'ait pas d'enfant et tout ça. Et Dieu a fait sa justice. C'était le harcèlement, c'est ça, un cas de harcèlement. Mais oui, mais parce que c'était cruel, parce que mortifier, c'est dire des cruautés en fait à une personne. Donc c'était du harcèlement moral au sein justement de la famille. Donc pour vous dire, en plus ils sont tout le temps ensemble. Alors t'imagines, si elle avait ça tous les jours, ça devait être terrible, d'accord. C'est vraiment, ça crée un milieu toxique justement pour Anne. Mais on voyait que Anne, ça la touchait parce qu'elle pleurait, mais on voyait que Anne était toujours déterminée et elle avait la foi et qu'elle apportait son offrande chaque année, voilà, à l'Éternel et qu'elle priait justement par rapport à ça. Et elle a eu un enfant, Samuel. Donc la justice de Dieu. C'est une récompense. Parce que les enfants de Pénina, est-ce qu'on en parle dans la parole de Dieu? Ils sont terminés. Mais Samuel, par contre, il a joué un grand rôle dans Waouh. Ben oui. Et tout à l'heure, Chantal, elle a parlé du sacrifice de Jésus-Christ à la croix lorsqu'il a dit pardonne leur père car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, je me dis, sans amour, on peut pas réussir à aimer ceux qui nous persécutent ou à avoir ce recul et se dire non, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit. C'est l'amour qui te fait voir ça en fait. Et je me dis, franchement, sans amour, on n'est rien, comme la parole de Dieu va le dire. Et ça montre encore une fois de plus que la parole de Dieu est vérité et qu'il faut pleinement marcher dans l'amour dans toutes les circonstances. Et l'amour agapé surtout, qui pardonne tout, qui supporte tout, voilà, c'est ça. Qui supporte tout. Et l'amour, non, seulement dans l'amour. Et ça me rappelle le verset que Pasteur Paulette a utilisé le dimanche, c'était ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour, en fait. Ça veut dire que même si la personne te fait du mal, et moi je pense qu'il faut même prier pour ces personnes-là parce qu'elles sont prisonnières
prisonnière, en fait, de quelque chose, en fait. Donc, en priant pour elle, non seulement ça va t'apaiser, mais également Dieu aussi à travers tes prières va toucher le cœur de la personne et elle sera transformée en fait. Mais c'est ce que Jésus faisait quand on regarde. C'est lui-même qui a dit de prier pour ses ennemis. Parce que si on ne fait rien d'extraordinaire, si on ne prie pas pour les ennemis, si on les bénit pas. Mais si on prend le cas même de Jésus, Jésus a vécu le harcèlement moral. Est-ce que vous voyez en fait lui il était persécuté mais d'une manière puissance 1000 quoi. Clairement. Mais si on regarde, les pharisiens étaient tout le temps sur son dos, les religieux étaient tout le temps sur son dos. Et franchement, si on peut parler d'un cas d'harcèlement moral, le Seigneur il a été harcelé à ce niveau-là. Mais comment il s'est comporté? Il a marché avec amour. Il a donné comme conseil, priez pour vos ennemis. Et on sait que si le Seigneur dit, mais c'est que lui-même il l'a fait en fait. Si il dit de le faire, c'est que lui-même il l'a fait en fait. Donc on voit quel comportement nous on peut adopter dans ces situations comme le Seigneur, c'est de pouvoir prier pour eux, de pouvoir les bénir parce que c'est un moyen pour, c'est un chemin pour nous pour que Dieu puisse passer au travers de cette prière. Donc il faut qu'on arrête d'envoyer les malédictions aux gens. Vraiment, c'est ça. Non, pas envoyer les malédictions. Retour à l'envoyeur. Et moi, souvent, ce que je me dis souvent quand il y a certaines circonstances ou que certaines personnes me disent oui, on m'a fait ça, j'ai dit mais attends, on a fait ça au roi des rois. Ah ça, toi aussi, on va te faire. En fait, c'est ça. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui va te permettre d'être je m'en foutiste, dans le sens où barricader son terrain, c'est un néologisme. Voilà, lorsqu'on va te faire quelque chose, je te dis attends, on a fait ça à mon père, mais si je suis son représentant sur terre, on va aussi me faire ça. Du coup, d'où l'importance d'être anesthésié comme l'était Jésus, voilà. Et que ça ne l'a pas empêché en tout cas d'extirper l'amour justement dans tout ce milieu, dans tout ce qui pouvait lui causer de la douleur, mais en tout cas c'est de l'amour qui en est ressorti. Alors donc on va aussi avancer dans notre thème, d'accord, parce que en cas de harcèlement justement, quand le harcèlement porte atteinte à notre estime de nous-mêmes, à notre intégrité, notre image de nous-mêmes, quel conseil justement on peut donner aux femmes par rapport à ça? Quand ça atteint notre estime, c'est-à-dire qu'on s'est laissé toucher dans notre estime, dans notre image, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes, il y en a qui arrivent à être anesthésiées, mais il y en a qui sont atteintes par rapport à ça dans leur estime. Quels conseils on peut leur donner? Alors moi, je dirais que c'est vraiment... non, vas-y, continue. Pardon, excuse-moi. Je dirais vraiment que c'est important de connaître son identité, qui on est en Christ et qui on est en tant que femme. Parce que lorsque tu sais réellement qui tu es, les vents, les marées, les choses contraires peuvent venir. Mais lorsque tu sais que en réalité, tu ne peux pas être défocalisé. Moi, je sais souvent, en fait, que, il y a certaines personnes, même pour rigoler, à l'ancienne, ils me disent, tu n'es même pas si jolie que, j'allais dire un gros mot. J'allais dire, J'allais dire, je leur dis, tais-toi, moi, je sais. L'amour de Dieu nous fait pas dire ça. En fait, tu sais tellement de grâce. En fait, tu sais tellement qui tu es que, en fait, tu es infaillible. Tu es intouchable. Et moi, je pense que vraiment, l'identité, savoir qui on est, c'est vraiment important. D'accord, très bien. Estelle, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comme autre conseil, quand vraiment on est atteint, du coup, c'est vraiment d'utiliser la déclaration. Oui. Parce que si on est atteint et qu'on déclare le contraire, en fait, Dieu va vraiment... Tu l'as dit avec vraiment un déclare. Je savais que ça venait du cœur. Vraiment, si par exemple tu es triste d'une situation, tu dis non, je suis joyeuse. Amen. Parce que en fait, c'est comme ça en fait que tu vas établir ton, que le processus tu vas changer le cap de tes émotions. C'est ça en fait. Donc vraiment la déclaration, utiliser vraiment la déclaration et ça va le faire. D'accord, très bien. Et par rapport au côté juridique, qu'est-il possible de faire justement par rapport au côté juridique? Alors, on peut évidemment porter plainte auprès d'un juge. Et pour cela, en fait, il faut regrouper toutes les preuves nécessaires. Parce que du coup, on a parlé de ça précédemment. Et pour cette procédure, il faut s'armer de patience et de courage parce qu'on sait que la justice est très longue. Et souvent, on veut aller vite, mais il faut être patient, il faut être courageux. Et voilà, pour obtenir gain de cause. D'accord, très bien. Ingrid. Et justement, à la suite de ça, on peut obtenir, une réparation juridique, en fait. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça pour sentir que là... Des dommages. Voilà, des dommages et pour donner l'argent. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça vraiment pour guérir aussi, se dire que oui, je ne suis pas la seule à avoir cru que j'étais victime de harcèlement moral. Ça a même été reconnu également juridiquement. D'accord, très bien. Et Chantal? Et comme on a vu, on peut déposer une main courante, tout simplement. On peut aller à la police, on dépose une main courante et il faut avoir assez de preuves, justement, pour pouvoir obtenir gain de cause.
D'accord, très bien. Et dans le cas où les victimes, justement, en fait, le sujet de leur harcèlement moral a été rendu public, c'est-à-dire que par exemple, ils ont rendu public une photo dénudée justement de la victime sur les réseaux sociaux, et donc c'est aux yeux de tout le monde. Et du coup, comment gérer justement le regard des autres par rapport à ça? Comment faire justement, parce que par exemple au collège, on a rendu public une de nos photos. Comment gérer ça? Comment gérer l'après? Moi, j'aurais dit, faut vraiment agir avec sagesse. Pour le collège, les petites jeunes, elles sont très fragiles, en fait. Moi, en réalité, j'aurais dit à ma petite sœur ou à ma petite cousine de changer tout simplement de collège. Ouais, ça, tu changes de collège, tu changes de collège, tu changes de compte, je sais pas, ça dépend sur quel compte. Tu te refais, voilà, c'est ça, Après, du coup, pour si c'est pas possible, du coup, de changer d'endroit, il faut faire face à l'harceleur. Vraiment, faut pas lui tenir tête, faut pas lui rendre, mais faut pas se laisser, même si vous le voyez encore, parce que c'est possible, faut vraiment garder la tête haute, en fait. Parce que c'est toi la victime, c'est ça, c'est pas et laisser Dieu en fait faire la justice et ne pas s'inquiéter. Tu es là, tu lances la tête haute, tu le crois, tu le regardes bien dans les yeux. Alors, je vais bien. Non, mais c'est ça en fait, parce que l'objectif derrière est de te nuire en fait. Donc s'il réussit à atteindre son objectif, c'est lui qui a gagné, alors que c'est pas l'objectif. Non, c'est toi qui gagne. Il a fait ce qu'il a fait. C'est un acte. Tu as peut-être porté plainte et tout, etc. Mais tu gardes la tête haute par rapport à ça, parce que ton désir n'a jamais été que ce soit répandu sur les réseaux publics, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit en fait. Amen, amen, amen. En tout cas, merci mesdames pour ces précieux conseils qui, je crois, vont servir à nos internautes. Alors, pour continuer à suivre nos émissions, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Évangile TV, et vous pouvez aussi télécharger l'application sur Play Store Évangile TV. Alors, je vous invite à regarder tout simplement la Minute Push, qui va vous donner des versets bibliques sur lesquels vous pouvez méditer et vous pouvez prier par rapport à notre thème sur l'harcèlement moral. Dans la Minute Push du jour, nous allons vous donner quelques versets bibliques pour vous aider à vous fortifier dans le Seigneur, à prier et à méditer en cas d'harcèlement moral. Alors, nous allons commencer par Romains 12, du verset 17 à 18, qui nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est ma prière et c'est mon souhait pour vous, que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Psaume 37 au verset 8 va nous dire « Laissez la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. » Parce que souvent, dans certaines circonstances, nous nous enflammons dans notre colère, nous voulons en fait nous faire justice par nous-mêmes, mais l'Éternel va nous dire ça serait mal faire et ça ne témoigne pas l'amour de Dieu. Un verset pour nous aider à nous fortifier en cas d'harcèlement moral, à fortifier notre esprit, c'est Éphésiens 6, 10, qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Alors je crois que la puissance de Dieu qui habite en nous est capable de nous relever malgré les mauvaises paroles qui nous sont adressées. Nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Alors je vous laisse méditer véritablement ce verset et vous recharger dans le Seigneur. Amen. Et Romains 12 au verset 19 va nous dire « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors je crois que la justice de Dieu est puissante et elle est au-dessus de toute chose. Alors dans certaines circonstances ou même dans, peu importe la circonstance, laissons vraiment Dieu agir, parce que je crois qu'il est le meilleur rétributeur. Amen. Alors, Psaume 37, 8 nous dit « Laisse la colère. » Oui, laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est important de marcher dans les voies de Dieu et d'agir comme Dieu nous demande de faire pour pouvoir bénéficier effectivement de la justice de Dieu. Alors, je vous invite à véritablement garder votre cœur en paix et de ne pas vous irriter, de ne pas vous laisser abandonner à la fureur, à la colère, mais laissez-vous vraiment, laissez votre cœur dans la paix de Dieu. Alors, je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.